La Russie avait de grands projets pour 2026. Les défenses de l'Ukraine étaient censées s'effondrer. Le Donbass, qui a été au centre des pourparlers de paix, devait tomber sous la puissance d'une offensive écrasante au printemps et en été. Mais ces plans ont été anéantis. Ce n'est pas la Russie qui gagne du terrain, c'est l'Ukraine. D'immenses territoires ont été libérés par l'Ukraine, dans une victoire si écrasante que la Russie en a été humiliée. Un retrait qui pourrait mettre fin à la guerre est en cours, alors que l'Ukraine a percé les défenses russes pour reprendre 600 km² de territoire. L'invasion de l'Ukraine par Poutine a toujours été honteuse. Alors que les soldats russes se terrent et que leurs défenses s'effondrent, une nouvelle honte s'ajoute. Commençons par le chiffre principal. Le 8 juin, Reuters a rapporté les propos du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Il affirme que la dynamique de la guerre en Ukraine a changé en 2026. Après 4 années d'avancée pénible, bien que très lente, de la Russie, l'Ukraine est en train de renverser la situation. 2026 a été une année exceptionnelle jusqu'à présent. En 6 mois, l'Ukraine a libéré 600 km² de territoire repris à la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage ces chiffres, montrant que la campagne de 2026 ne se passe pas comme l'avait prévu Vladimir Poutine. Cette année était censée enfin livrer le Donbass à la Russie. Désormais, le signe distinctif de 2026, c'est de voir des soldats russes se terrant, mourant ou fuyant les territoires repris par l'Ukraine. C'est honteux pour la Russie, mais nous y reviendrons. D'abord, 600 km² n'était pas le seul chiffre communiqué par Syrskyi et l'armée ukrainienne. Mai a été un mois exceptionnel pour l'Ukraine et un échec total pour la Russie. Selon Syrskyi, le ratio de territoire libéré par rapport au territoire perdu en mai était d'environ 100 km² en faveur de l'Ukraine. L'Ukraine a repris plus de territoire que la Russie n'en a conquis en mai. Cela s'est produit après une offensive de printemps censée préparer l'effondrement du Donbass en été. Malgré la pression constante de l'ennemi, les forces armées ukrainiennes continuent de tenir la ligne, d'éliminer les forces d'occupation et de mener des frappes efficaces contre l'ennemi en profondeur dans son arrière opérationnel et stratégique. Voici les principaux résultats des activités de notre armée en mai, que nous avons examinés lors de notre réunion mensuelle de synthèse, a déclaré Syrskyi. Cette mention de frappe à l'arrière nous donnant un indice sur la façon dont l'Ukraine parvient à réaliser tout cela. Il y a quelques réserves à apporter à ce chiffre. Bien que Syrskyi ait rapidement mis en avant le chiffre de 100 km², il s'est montré plus réticent quant à l'endroit où l'Ukraine réalise ses avancées. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a cependant précisé que la Russie a accru la fréquence de ses attaques, surtout dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les combats sont constants sur les fronts de Pokrovsk, Poliopola et Alexandrivka, donc ce n'est pas que la Russie ne tente rien. C'est juste que les forces de Poutine échouent, constamment. L'Ukraine a une stratégie qui consiste à démanteler les défenses russes dès que l'occasion se présente sur les 1200 km de front, et ça fonctionne. Syrskyi ne l'a pas dit explicitement, mais on peut supposer que l'Ukraine progresse surtout dans le sud et le sud-est de son territoire. Plus tôt, en 2026, l'Ukraine a lancé une série de contre-offensives sur l'axe Alexandrivka, qui sert en quelque sorte de jonction entre les oblasts de Donetsk, de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. Ces contre-offensives ont permis à l'Ukraine de reprendre près de 400 km² début mars. Il est donc logique que l'Ukraine continue de démanteler certaines fortifications russes sur l'axe Alexandrovka pour accroître ses gains, peut-être tout en profitant d'autres points faibles au passage. Ici, nous observons deux choses. La Russie tente, sans succès, d'obtenir des gains majeurs à l'est et au sud, malgré un rythme d'attaque accru sur toute la ligne de front. L'Ukraine agit différemment. Elle fragilise les lignes russes, et les frappes à moyenne portée dont nous avons parlé sont cruciales. Une fois la faiblesse identifiée, des contre-attaques éclairs et précises sont lancées pour repousser les forces russes. C'est une désescalade intelligente, et cela force les troupes de Poutine à se retirer honteusement. Pour aggraver la situation des forces russes, mais marque aussi le deuxième mois consécutif où la Russie perd du territoire en Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, en ignorant les infiltrations russes dans les zones grises d'Ukraine, l'évolution territoriale en avril donnait une image défavorable à la Russie. L'Ukraine était dans le positif pour le mois, avec un gain net de territoire de 116,01 km². La seule chose dont la Russie pouvait se vanter était d'infiltrer de petites unités,
souvent composés d'1 ou 2 soldats seulement, dans les zones grises, où ces soldats attendaient, en espérant que les drones ukrainiens ne les repèrent pas. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la lâcheté déguisée en occupation. Revenons au mois de mai. Le fait que l'Ukraine hante gagner environ 100 km² n'est pas le seul chiffre qui fera baisser la tête de la Russie de honte. Peu importe où vous regardez, les chiffres sont loin d'égaler la campagne de destruction du Donbass que Poutine avait en tête. The New York Post rapporte que l'Ukraine a frappé un nombre stupéfiant de 88 000 cibles russes en mai, ce qui donne au pays un rythme de frappe de 2838 attaques par jour à travers les territoires occupés et même à l'intérieur de la Russie elle-même. Plus de 30 000 soldats russes ont été éliminés à la suite de ces frappes. De plus, les attaques contre la Russie, qui consistaient en de nouvelles frappes contre l'infrastructure énergétique du pays, ainsi que des incursions de drones ukrainiens à Moscou, ont infligé $1 milliard de dégâts au complexe militaro-industriel russe. D'autres chiffres proviennent des médias United 24, qui affirment que les moyens de frappe en profondeur ukrainiens ont touché 111 cibles à l'intérieur de la Russie, dans les secteurs de l'énergie, du carburant et du complexe militaro-industriel du pays. L'Ukraine paralyse la machine de guerre russe de l'intérieur. Et Syrski dit que cela se produit parce que l'Ukraine dispose désormais d'un plan unifié, qui rend les frappes à longue portée du pays plus efficaces que jamais. Même la marine ukrainienne a participé à l'opération. En mai, on a vu un pays qui possède à peine un navire de guerre à son actif, mais qui compense cela avec de nombreux drones maritimes et aériens, mener 1500 opérations destinées à protéger la navigation ukrainienne. Le résultat, c'est que 633 navires ukrainiens ont réussi à atteindre les ports du Danube et du Grand Odessa, ce qui signifie que la Russie n'a même pas pu entamer la navigation commerciale de l'Ukraine. Quant à la Russie, elle n'avait pas grand-chose à se vanter en mai, ce qui reflète bien la situation de toute l'année 2026 pour les sbires de Poutine jusqu'à présent. Malgré l'augmentation du rythme de ses assauts, l'avancée de la Russie s'est essentiellement retrouvée à l'arrêt. Toute avancée de l'armée russe, dans une région du front, est contrebalancée ailleurs, ce qui permet à l'Ukraine de reprendre l'initiative. Le 29 mai, Al Jazeera a rapporté que les pertes territoriales de la Russie en 2026 jusqu'à présent sont 3 fois supérieures à celles observées en 2025 et que le nombre de pertes humaines du pays s'élevait déjà à 145 000 cette année. Parmi ces pertes, 86 000 étaient des morts, contre 59 000 blessés, ce qui signifie que la Russie ne perd pas seulement du terrain, elle perd aussi des personnes de façon permanente. La dynamique de la guerre a basculé en faveur de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a lui-même décrit la situation actuelle. On ne peut pas dire que la Russie est en train de perdre cette guerre, mais on peut dire qu'elle perd l'initiative chaque jour, jour après jour, a déclaré le président ukrainien lors d'une interview le 9 juin. En d'autres termes, la grande avancée de la Russie s'est transformée en un grand rien du tout. L'Ukraine a les cartes en main, et a l'avantage sur l'ensemble du front. Même si ce changement ne veut pas dire que l'Ukraine va lancer une offensive pour chasser la Russie, il pourrait mettre fin à la guerre en montrant que le récit de Vladimir Poutine s'est effondré. Le président russe veut que le monde pense que l'Ukraine est à prendre. L'Ukraine a passé 2026 à prouver que Vladimir Poutine avait tort, humiliant ainsi la Russie pour la pousser à un retrait honteux de la guerre. Parlons de la honte un instant. Vladimir Poutine semble être un homme qui n'en a aucune. Il a sans scrupule ordonné à son armée de commettre des crimes de guerre en Ukraine pour servir son ambition de marquer l'histoire comme grand dirigeant russe. Le fait de le souligner ne suffit pas à faire honte à Vladimir Poutine. Mais ce qui fera baisser la tête du dirigeant russe, c'est d'être exposé comme un tacticien militaire si incompétent que ce qui devait être une victoire rapide et facile pour la toute-puissante armée russe s'est transformé non seulement en une guerre d'usure, mais aussi en un conflit que la Russie commence à perdre. 2026 était censé être la fin de l'Ukraine, mais c'est devenu l'année où le mythe russe a été exposé. C'est cela qui fera rougir Vladimir Poutine de honte. Mais avant d'approfondir ce sujet, voici un rappel. Vous regardez The Military Show. Il y a beaucoup d'autres contenus comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Pour comprendre comment l'Ukraine a fait honte à Vladimir Poutine pour sa guerre, il faut comprendre Poutine. Le dirigeant de la Russie est un homme qui accorde plus de valeur au pouvoir qu'à toute autre chose. Il fait de grandes déclarations, en pensant qu'elles se réaliseront. On l'observe aujourd'hui dans le Donbass. Poutine pensait que l'armée russe contrôlerait toute la région d'ici l'automne 2026, ce qui supposerait des percées majeures à l'est de l'Ukraine, et la rupture de la ligne de défense de Donetsk. Poutine, convaincu de cette affirmation, l'a utilisée comme levier lors de négociations de paix,
exigeant que l'Ukraine cède le Donbass avant que l'armée russe n'écrase ses défenses. La réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire, et cela embarrasse Poutine. Les forces russes fuient et se cachent, sans tout dévaster. Nous le voyons sur la flèche de Kinburn. Le 9 juin, The New Voice of Ukraine a rapporté que le groupe partisan ukrainien Atesh affirme que les forces russes abandonnent activement leur position dans les parties nord et ouest de la flèche de Kinburn, à la suite de frappes ukrainiennes qui ont perturbé les flux d'approvisionnement et isolé ses troupes. C'est un schéma qui se répète sur l'ensemble des lignes de front, ce qui explique comment l'Ukraine a réussi à gagner 600 km² en 2026 et à obtenir un gain net de 100 km² contre la Russie en mai. La puissante armée russe est en train de se faire dessus collectivement. Et pour Poutine, c'est une situation honteuse parce qu'elle expose chaque affirmation qu'il fait sur ce que la Russie fait en Ukraine. La Russie essaie de contrer la réalité observée en Ukraine avec des affirmations exagérées pour créer l'illusion de la puissance. Le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a présenté une vision de la guerre en Ukraine, qui semble n'exister que dans son esprit. Depuis le début de l'année, un total de 80 localités et plus de 1700 km² de territoire sont passés sous notre contrôle, a affirmé Gerasimov. Cela serait déjà embarrassant pour la Russie, car cela laisse encore le pays avec environ 20% du territoire ukrainien. Des sources ukrainiennes estiment à 600 km² la zone conquise, ce qui aggrave la situation pour la Russie. Ce que nous voyons actuellement en Ukraine, c'est un mythe qui est en train d'être dévoilé. Beaucoup de mythes existent, notamment sur Poutine présenté comme l'homme fort de la Russie. Poutine veut que son peuple le voie comme un protecteur, même quand des drones ukrainiens franchissent les défenses aériennes de grandes régions comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Sa grande honte, c'est que son pouvoir de persuasion, en Russie comme sur la scène mondiale, compte peu quand le pétrole brûle, que le carburant manque, que les soldats russes meurent en masse, et que l'Ukraine perce les défenses russes dans les territoires occupés. La force a laissé place à une fanfaronnade russe infondée et à des gains exagérés. Rien que cela est une humiliation pour Poutine. Le dirigeant russe doit savoir que chaque mot qui sort de sa bouche à propos de la soi-disant victoire inévitable de la Russie est un mensonge. Et à 73 ans, Poutine est obligé de considérer la possibilité très réelle que l'Ukraine ait fait en sorte que la guerre qu'il a déclenchée lui survive. Et en vieillissant, Poutine voit son contrôle sur sa propre invasion lui échapper. Les frappes ukrainiennes à Saint-Pétersbourg ont eu lieu lors d'une conférence économique appelée le Davos russe, réunissant des dizaines de milliers de participants du monde entier. Ils auraient vu la fumée monter pendant que l'Ukraine offrait un symbole de la perte de contrôle de Poutine sur sa guerre. La Russie ne peut pas se défendre contre l'Ukraine, que ce soit sur le terrain ou dans son propre ciel. Donc il ne s'agit pas seulement de la honte liée au retrait tangible des troupes russes des territoires que l'Ukraine est en train de libérer. Il y a aussi la honte symbolique en jeu. L'effondrement de l'idée que la Russie tente d'imposer, selon laquelle elle serait l'inévitable victorieuse de la guerre en Ukraine. Ce qui se passe sur le terrain ne correspond pas à ce que disent Poutine et ses sbires. Une série de victoires écrasantes remportées par l'Ukraine montre que le pays est non seulement loin d'être hors de combat, mais qu'il a pris l'initiative et forcé la Russie à reculer. L'Ukraine nous a beaucoup impressionnés. Voici ce qu'il faut pour qu'elle poursuive sur cette lancée. Le soutien à l'Ukraine doit continuer et s'intensifier. Un développement inattendu à ce sujet sera révélé bientôt. Mais en ce qui concerne ce que l'Ukraine peut contrôler activement, le pays doit poursuivre la stratégie qui a permis de gagner 600 km² jusqu'à présent, en 2026. Les frappes à moyenne portée. 2026 a marqué l'arrivée d'une nouvelle catégorie de drones dans les forces armées ukrainiennes, puisque l'Ukraine dispose enfin de véhicules aériens, sans pilote, qui sont rentables et capables de détruire la logistique et les postes de commandement russes jusqu'à 200 km derrière les lignes de front. L'Ukraine utilise ces drones pour perturber la logistique russe, percer les défenses aériennes et paralyser les mouvements de troupes à l'arrière, créant ainsi des vulnérabilités sur le front. La logique est claire. Si l'Ukraine empêche la Russie de renforcer ses positions avec des ressources et soldats, elle crée des faiblesses à exploiter. Les forces russes, épuisées et battues, doivent se retirer faute de soutien nécessaire à leur défense. L'Ukraine frappe en profondeur, puis frappe durement sur le front. Un gain net de 100 km² en mai prouve que la stratégie fonctionne. Une nouvelle phase de la guerre a commencé, alors que l'Ukraine étrangle la logistique russe à l'arrière. Les routes terrestres russes pour acheminer troupes et fournitures sont attaquées. En Crimée,
Le pont terrestre reliant la péninsule occupée au sud de l'Ukraine a été dévasté par des essaims de drones de moyenne portée. Les forces russes sont obligées de se disperser, créant encore plus d'opportunités pour des contre-attaques, et l'Ukraine mise tout sur sa nouvelle stratégie. Le 27 mai, l'Ukraine a annoncé le lancement de son programme de blocage logistique, qui récompense activement les unités frappant les lignes d'approvisionnement russes avec plus de drones et des récompenses basées sur un système de points. Le ministère de la Défense a déjà consacré 113 millions de dollars à ce programme. Tout afflux supplémentaire de fonds rend l'Ukraine encore plus efficace. Cela nous conduit au second point essentiel pour que l'Ukraine maintienne ses acquis jusqu'en 2026. Alors que l'Ukraine prend l'ascendant sur le terrain, ses alliés, comme l'Union européenne, doivent intensifier leur soutien aux forces de Zelensky. Selon le commissaire européen à la défense et à l'espace, Andreas Kabilias, les États membres de l'UE doivent se préparer à dépenser plus de 80 milliards de dollars pour la défense de l'Ukraine en 2026 seulement. Le soutien à l'Ukraine inclut à nouveau cette année des fonds similaires à ceux de l'an dernier, soit environ 70 milliards d'euros selon Kabilias. Son avis est simple. Plus l'aide militaire arrive en Ukraine, mieux c'est, car cela renforce la nation sur le plan défensif et offensif, ce qui a déjà permis des progrès. Ce n'est pas comme si l'UE ne soutenait pas l'Ukraine en 2026. Le 8 juin, on a appris que l'UE avait versé environ 3,2 milliards de dollars pour soutenir la stabilité financière et les réformes en Ukraine. Le soutien arrive donc. Kubilius affirme que le soutien ne doit pas faiblir après plus de 4 ans de combat. La guerre en Ukraine n'est plus un conflit local. C'est la défense collective de l'Europe face à la menace russe, l'Ukraine étant devenue un acteur clé en créant le modèle de défense contre la Russie et en devenant leader mondial des drones militaires. Le soutien continu de l'Union européenne est crucial pour que l'Ukraine maintienne la pression et humilie davantage Poutine. Nous venons de vous annoncer un développement inattendu dans la guerre en Ukraine. Début juin, le Congrès américain a reconnu l'ingéniosité de l'Ukraine en 2026 en lui offrant davantage d'armes et de soutien. La loi de soutien à l'Ukraine a été adoptée à la Chambre des représentants, par 226 voix, contre 195. Cette loi ne garantit pas plus d'armes américaines, mais établit une aide à l'Ukraine via une coopération accrue en renseignements, de nouvelles sanctions contre la Russie et un soutien sécuritaire. L'adoption de cette loi est essentielle pour l'Ukraine. Cela prouve à Poutine que malgré les tentatives de division depuis l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis soutiennent toujours l'Ukraine. Ce soutien est désormais officiel. Les États-Unis instaurent une coopération et un investissement accru dans la défense de l'Ukraine, mais avec une réserve. La loi doit encore passer au Sénat américain, sans garantie d'adoption. Le signal est là. Un projet de loi bipartisan adopté à la Chambre montre à Poutine que le soutien à l'Ukraine aux États-Unis est plus fort qu'il ne le pensait. Des mois de manipulation ont échoué. Le message que Poutine ne voulait pas entendre a été envoyé. Tandis que l'Ukraine récupère ce qui lui revient et se prépare à en faire autant durant la seconde moitié de 2026, la plus grande humiliation de Poutine pourrait se jouer lors des négociations. L'Ukraine possède un moyen de pression que la Russie ne s'attendait pas à lui voir et peut désormais négocier en position de force. Poutine pensait avoir tous les atouts. En 2026, l'Ukraine a sorti la carte reverse d'Uno à répétition. L'Ukraine ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Pour garantir la poursuite de la campagne de frappe à moyenne portée qui a permis ses succès en 2026, l'Ukraine construit des drones plus récents et plus puissants. L'un de ces drones vient tout juste de faire ses débuts. Le Morrigan a pris son envol, et il joue un rôle crucial dans la destruction du corridor terrestre russe, R-280. Découvrez si ce drone mystérieux pourrait être l'atout décisif dont l'Ukraine a besoin pour ses frappes à moyenne portée dans notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et découvrez d'autres vidéos sur l'invasion ratée de Poutine. Merci de nous avoir regardés.